Hier, Bernard Stiegler vous a expliqué que vous étiez des fabricants de négantropie, si vous en souvenez. Et que si les salles étaient pleines, c'est parce que vous permettez au public de se restructurer et de gagner de l'énergie. Et maintenant, je vous propose de revenir à la source de tout ce que vous faites, à la source d'une culture partagée. Je vous propose de revenir non seulement à la question des jeunes publics, mais je vous propose de revenir au moment où tout ça a commencé pour chacun et chacune d'entre vous. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'accueillir maintenant Cécile Elmedi. Mesdames et messieurs, le témoignage que je porte aujourd'hui à votre écoute bienveillante s'appuie sur une vingtaine d'années passées à la pratique de psychologue auprès d'enfants. Dans ma pratique professionnelle, j'essaie d'être attentive autant que possible à la manière dont chaque enfant parvient à lier partie avec le monde. Et c'est pas sans mal parfois, c'est bien pour ça qu'il vient me voir. Il n'est pas en effet donné d'emblée à chaque enfant de trouver sa manière de s'inscrire dans notre destinée humaine, d'avoir à devenir des êtres de langage et de culture. Je vous dis destinée humaine et pas destin, pour signifier qu'il appartient à l'enfant d'inventer lui-même sa manière d'habiter le monde. Il lui faut lui mettre sa mise à lui, en quelque sorte. Et ça ne va pas sans perte, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, dans la vie de ce petit enfant, tout occupé qu'il est à sa petite fabrique de sujets humains, eh bien, il se peut qu'il pousse un jour les portes d'un théâtre. Alors, dans la recherche qui est la mienne, je m'intéresse à ce qui, au cœur de cette rencontre de l'enfant et de l'artiste, vient œuvrer intimement pour l'enfant. Ma réflexion s'appuie sur un certain nombre de spectacles vivants que je vais voir. J'y vais le plus souvent possible. Elle s'appuie aussi sur des conversations que j'ai avec quelques artistes. Et elle s'accompagne de penseurs, des psychanalystes, des philosophes et des écrivains. Alors, partons, si vous le voulez bien, de ce qui caractérise l'être humain, à savoir qu'il parle. Nous sommes des êtres parlants. C'est-à-dire que nous sommes à la fois incarnés dans un corps borné aux limites de la vie humaine. Nous naissons, nous vivons, et puis nous mourons. Ça, c'est la vie. Mais notre existence, elle trouve sa perspective dans les lignes de notre histoire généalogique. Elle s'inscrit dans le genre humain par la parole qui nous précède, qui nous traverse et qui nous dépasse. Entrer dans le champ de la parole et du langage est un enjeu majeur pour tout enfant, pour tout sujet. Pour l'enfant, il s'agit de devenir un sujet énonciateur. Il s'agit qu'il parvienne à habiter le langage. Et ça ne se fait pas sans qu'il puisse assumer à un moment donné ce rapport fondamental de l'être à la parole. Nous ne sommes pas des bêtes qui parlent comme elles voient. Ça, c'est Pascal Quignard qui dit ça. Eh bien non, nous ne sommes pas des bêtes qui parlent comme elles voient parce que c'est dans la langue que nous allons devoir inscrire notre désir et notre subjectivité. Or, si les artistes peuvent occuper une place singulière dans le monde des enfants, c'est parce qu'ils pratiquent une langue qui, si elle n'a pas rien à voir avec la langue commune, s'en extrait pourtant pour s'approcher, je crois, au plus près de ce rapport fondamental de l'être à la parole. Les artistes pratiquent une langue qui n'est pas la langue quotidienne. Ils pratiquent, si j'ose dire, l'amour de la langue. Alors, voyons ce tout petit, ce bébé. Ce bébé, eh bien, il rentre dans la langue par le biais de sa langue maternelle. La langue maternelle va venir se déposer dans le corps du bébé comme des petites perles et le bébé, lui, il va incorporer sa langue maternelle et puis petit à petit, à son tour, il va commencer à émettre des sons,
des bruits de gorge, des phonèmes inarticulés. C'est ce qu'on appelle le babil. Et le babil préfigure l'entrée de l'enfant dans la langue. Alors cette langue-là, cette langue du tout petit, c'est une langue du son. C'est une langue d'avant le sens. Jacques Lacan a appelé ça la langue, en un seul mot. Alors maintenant, je voudrais que chacun d'entre vous pense à la dernière fois où il a entendu babiller un bébé. Eh bien, il est fort à parier que vous avez entendu ce bébé exulter, parce que les bébés prennent un plaisir fou à entendre le son de leur voix. Ils prennent un plaisir fou aux vibrations de leur corps, au souffle qui siffle entre leurs lèvres. J'ai assisté à ça un jour dans le cadre d'une formation. Dans cette formation, j'observais un petit bébé. Et le petit bébé, au moment où je vous parle, il avait 5 mois. Et j'avais ce jour-là ce petit bébé qui était là devant moi. Il était couché sur sa petite couverture et voilà ce que j'ai vu. J'ai vu ce petit bébé tout à coup lâcher sa tétine. Il a libéré sa bouche. Et il a attrapé une petite grenouille qui était tout près de lui. Et cette petite grenouille, il l'a portée à sa bouche, il l'a retournée, il l'a manipulée. Et puis tout à coup, j'ai entendu monter du fond de sa gorge un son, comme un roulement de gorge. Et en même temps que ce petit bébé faisait son roulement de gorge, il tendait ses bras tout droit et il tendait ses jambes et ses petits pieds jusqu'au bout des orteils. Ça a duré plusieurs minutes. Alors, qu'est-ce qu'il m'a appris, ce petit bébé? Qu'est-ce qu'il m'a montré? Eh bien, il m'a montré que de rentrer dans la langue, de découvrir le son, de découvrir sa voix, ça passe par le corps entier. Tout le corps de ce petit bébé était engagé dans la découverte de sa voix, du son dans la langue. Alors c'est très difficile de transcrire et encore plus de traduire les babiles d'un petit bébé. Il n'y a que les parents qui savent faire ça et c'est tant mieux, c'est très bien qu'ils le fassent. Néanmoins, les tout-petits sont à ce moment-là de leur vie bien plus libres que dans le reste de leur existence parce que quand ils vont grandir, il va leur falloir renoncer à une part de cette jouissance-là. Il va falloir dématernaliser la langue. Ça, c'est Jacques-Alain Miller, un psychanalyste, qui dit ça. Il va falloir renoncer à une part de jouissance pour pouvoir rentrer dans une articulation langagière qui passe par l'écrit, la grammaire, bref, le code de l'autre. Néanmoins, si devenus grands, si nous, adultes, nous sommes des oublieux de ce moment-là, si nous avons dû refouler ce moment où la langue nous a fécondés, eh bien néanmoins, notre inconscient en porte les traces à tout jamais, et ça jusqu'à notre mort. Votre désir d'entrer dans la langue a laissé une marque résiduelle en chacun de vous. Et c'est bien pour ça, je crois, que même nous, devenus adultes, nous avons tant de plaisir à retrouver l'écho de cette séquence acoustique primordiale dans des créations artistiques que nous allons voir, et en particulier des créations artistiques à destination de la petite enfance. Parce que je crois que c'est précisément à cet endroit-là, à l'endroit dont je vous parle depuis tout à l'heure, entre jouir et dire, que se situe un certain nombre de créations à destination de la petite enfance. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que sur le plateau, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien sur le plateau, on entend des bruits qui sont métamorphosés en sons. On peut voir des galets rouler sur le plancher, on peut entendre des pierres sonnantes, ou des sculptures sonores de John Cage, ou des improvisations musicales, tout cela en écho à cette première séquence acoustique qui a présidé à notre entrée dans la langue. J'ai observé des tout-petits qui sont, devant ce type de spectacle, complètement ébahis, complètement pris de plaisir et emportés par ce qui se passe. J'ai un souvenir comme ça, par exemple, d'une petite séquence encore que je vais vous raconter. J'étais à un spectacle, puis vous savez, moi quand je vais voir un spectacle, j'y vais avec un petit carnet et un crayon et je note des choses. Et ce jour-là, il y avait sur le plateau une chanteuse qui improvisait. Et il y avait dans la salle un petit garçon, il avait peut-être 2 ans et demi à peu près. Et alors j'entends cette chanteuse qui dans son improvisation fait quelque chose comme
Toubidou. Et je vois ce petit garçon, je l'entends, qui répond Rt. La chanteuse, elle poursuit, elle continue, elle fait des et le petit garçon, je l'entends faire Aïou. La chanteuse, elle continue, elle fait quelque chose comme Rourou Simba, et le petit garçon Hey. Et ça se poursuit un petit moment comme ça. Et alors là, vraiment, j'ai eu affaire à quelque chose de tout à fait particulier. Je me suis dit, mais c'est tout à fait incroyable. Ce petit garçon, il n'est pas dans l'imitation. Il n'était pas du tout en train d'imiter cette chanteuse. Il était en train d'improviser avec elle. J'ai assisté à un vrai duo improvisé ce jour-là. Alors dans le champ de ces créations, là, pour la petite enfance, il y a vraiment de très très beaux spectacles, de magnifiques spectacles, avec un travail vraiment de recherche appliquée parfois, avec des artistes qui vont faire des résidences en crèche. Il y a des écritures scéniques très fouillées. Il y a parfois des textes qui restent inédités. Alors ça pose évidemment la question d'un répertoire qui ne se constitue pas et qui donc a du mal à se transmettre. C'est un peu moins vrai pour les créations pour les plus grands, où là il y a des auteurs qui travaillent et qui font de très belles pièces. Dans les plus connus, il y a Joël Joanneau, Joël Pomera, Suzanne Lebeau ou Karine Serre qui a écrit dernièrement un très très beau texte qui s'appelle « À la renverse ». On a vu une image tout à l'heure, à la renverse, qui a été montée par le Théâtre du Rivage. Alors, poursuivons, puis allons un petit peu plus loin pour vous dire que je pense que la création artistique, finalement, elle participe à un effort de poésie dont notre monde contemporain a grandement besoin. Alors, je dis un effort de poésie. Alors la poésie, évidemment, dans le domaine de la création artistique, elle ne prend pas l'allure d'un poème. La poésie, elle est aussi dans le décor, elle est aussi dans les lumières, elle est aussi dans les images, dans la scénographie, dans les rythmes, dans les silences même du spectacle. Et moi, je pense qu'un spectacle, il est poétique quand il ne vient pas saturer de sens son propos, mais quand un spectacle laisse des intervalles, des interstices, des creux qui permettent finalement à l'enfant de pouvoir inventer sa petite fable intime à partir de ce qu'il est en train de voir. Je me souviens d'un spectacle comme ça, je vous donne là aussi juste un petit exemple, ça s'appelle « Toi du monde », c'est de Serge Boulier, du Bouffou Théâtre. C'est un spectacle de marionnettes, alors il y a plein de marionnettes, des histoires de vie, et dans ces marionnettes, il y a deux marionnettes, ce sont deux petits vieux, Eugène et Mélanie. Et alors, dans son spectacle, chaque dimanche à midi, Eugène et Mélanie sortent de leur maison et se disent bonjour. Ça se reproduit à plusieurs reprises dans son spectacle. Et puis, jusqu'au un fameux dimanche où midi sonne, et là, il n'y a qu'un des deux petits vieux qui sort. Rien de plus n'est dit. Vous voyez comment dans ce spectacle-là, la question de la disparition est amenée, et comment finalement l'enfant, lui qui voit ça, il va être amené à construire la suite, ou en tout cas à fabriquer sa petite fable à partir de là. Alors, il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Bonnefoy. Alors, Yves Bonnefoy, lui, dans une conférence sur la parole poétique, il dit que dans la poésie, finalement, il s'agit de rendre au rapport à soi sa qualité de présence. Rendre au rapport à soi sa qualité de présence, voilà un magnifique projet poétique. Et il me semble que certains artistes, même sans le savoir, s'emparent de ça. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'enfant qui a à se construire subjectivement dans le langage, mais j'ajoute que la construction subjective de chacun s'inscrit dans un cadre symbolique et culturel dans lequel nous avons à prendre place. Elle s'inscrit, la construction subjective, dans un lien social qui est lui-même régi par des discours. Or, dans une société comme la nôtre, où prédomine le discours de la science en cheville avec le discours capitaliste, nous avons la responsabilité de nous adresser aux enfants autrement que sur un versant normatif et productif. C'est pas peu dire, je crois, que de défendre l'art et la culture dans une société qui prône la norme et la performance, le sens unique, au prix justement de ce que chacun a d'unique. Les artistes, eux, s'adressent à la part intime des enfants.
à ce qui se construit en eux de leur rapport au monde. Les artistes se tiennent sur la voie de l'émergence au monde des enfants. Et le monde, il est habitable à condition de pouvoir se le représenter. Eh bien, la représentation théâtrale se fonde précisément sur cette qualité humaine de pouvoir inventer et créer dans une dimension de semblant qui n'est pas là pour tromper, au contraire, qui est là pour mieux assumer le réel. Or, n'oublions pas que sans cette dimension de semblant, c'est le réel, dans sa crudité la plus cruelle, qui nous assaille et nous écrase. Dans l'expérience qui est la mienne, je me suis aperçue qu'il y a une dimension profondément éthique, finalement, à créer pour les enfants et à pratiquer une langue qui ne se laisse pas enferrer dans un discours qui la réduirait à un pur message et qui, du coup, la priverait de ses possibilités d'équivoque, d'humour et d'invention. Vous savez, on sait bien que dans les régimes totalitaires, la langue, quand elle est idolâtrée, elle désubjective. Dans les régimes totalitaires, il se peut même que des personnes, des gens, soient privés de leur langue maternelle. Michelangelo Pistoletto, qui est un artiste qui a créé la Città dell'Arte à Biella, en Italie, a publié récemment un livre d'entretien avec Edgar Morin. Et dans ce livre-là, il dit qu'il y a urgence pour les artistes à mettre en jeu leur liberté individuelle et à la transformer en responsabilité collective, et dès lors à susciter de profonds changements dans la société. Fin de citation. Je trouve que c'est là vraiment l'enjeu éthique de créer, et de créer en particulier pour les enfants. Quand vous vous adressez à un enfant, vous ne le ferez pas du tout de la même façon si vous considérez que cet enfant est un être naïf, impuissant, innocent, ou si vous considérez cet enfant comme un authentique sujet en cours de construction d'homme ou de femme, de sa vie d'homme ou de femme. C'est vraiment une grosse responsabilité qui nous engage tous à leur endroit. Alors pour terminer, à vous les artistes, à vous les médiateurs, à vous les directeurs de théâtre, je voudrais adresser quelques vers tirés des matinaux de René Char. Quand on a mission d'éveiller, on commence par faire sa toilette dans la rivière. Le premier enchantement, comme le premier saisissement, sont pour soi. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Merci, mesdames et messieurs. Merci Cécile, merci beaucoup. Merci de nous emmener au bord de cette rivière qui va être une belle image quand on aura besoin de s'y ressourcer. Comment ça a commencé pour vous, cet appétit pour cette recherche sur le jeune public et où tout ça commence? Pour moi, je pense que ça a simplement croisé à un moment donné mon goût pour la culture. Et puis ma pratique professionnelle auprès des enfants. Voilà, c'est vraiment la conjonction de ces deux choses-là qui m'a amenée un jour à travailler sur cette question, à être invitée dans un théâtre pour parler de ça. Et puis ça a fait rencontre pour moi et ça s'est poursuivi depuis. Et vous vous souvenez la première fois que vous avez franchi les portes d'une salle? Eh bien, figurez-vous que pour moi, c'était tard. C'est parce que quand j'étais enfant, on n'allait pas au théâtre. J'ai découvert le théâtre dans ma vie d'adulte. Et puis, j'en ai pas perdu le goût, je crois. Et voilà, je continue. Merci beaucoup, Cécile. C'est moi qui vous remercie.